Bonsoir à tous, bienvenue au château du Clos de Vougeot. Merci pour votre présence pour cette masterclass autour des vins blancs de Bourgogne. Donc, nous sommes une petite classe en ligne. Vous venez d'un peu partout en France et aussi de Belgique. Certains parmi vous sont chevaliers du tas de vin, donc d'autres sont amateurs de vin de Bourgogne. Et évidemment, on est là pour parler de millésimes, qui sont le millésime 2015 et 2016, qu'on va comparer au gré de plusieurs appellations pour découvrir un petit peu l'approche des premiers crus blancs de Bourgogne. Je suis Arnaud Orcel, donc intendant général de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Je me trouve actuellement au château du Clos de Vougeot, dans la salle à manger du château du Clos de Vougeot, où il y a 3 semaines, nous recevions la chancelière et le président de la République pour un dîner à 4, donc dans cette salle qu'on appelle la table de Léonce Boquet. Donc on a décidé de faire cette dégustation dans cette salle qui a été bâti au XIXe siècle, en tout cas restauré au XIXe siècle par Léonce Boquet. Quelques mots pour la dégustation. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions en ligne avec le chat. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure de la dégustation. Et puis, on pourra faire le point sur la fin pour pouvoir, on va dire, évoquer les questions que vous pourrez nous poser. Alors, rapidement, je vais vous parler de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin et du château du Clos de Vougeot. Donc, la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin est une association fondée en 1934 dont le but est la promotion des vins et de la culture bourguignonne. Et depuis 1944, nous avons la charge du château du Clos de Vougeot, qui est notre chef d'ordre et qui est également le siège des climats du vignoble de Bourgogne, classé depuis 2015 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ici, on est dans un lieu chargé d'histoire, construit par les moines de Cîteaux à partir du XIIe siècle. Pour cette partie où je me trouve, nous sommes dans les salons Renaissance, construits en 1551 par don Jean Loisier, qui était le 48e abbé de Cîteaux. Nous dégustons ce soir des vins Tadviné, issus donc de la sélection du Tadvinage, Tastevinage, comme vous le souhaitez. Il y a 6 vins. Le Tadvinage a été créé en 1950 pour, on va dire, identifier les vins de Bourgogne qui, de par leur complexité au niveau de toutes ces appellations, tous ces climats, auraient besoin d'être mis en avant. Et donc, le Tadvinage a été créé en 1950 et depuis 2016, nous avons créé les majors du Tadvinage, une petite sélection bien ciselée qui définit une douzaine de vins chaque année sur environ 1 millier dégustés. Donc, le château du Clos de Vougeot possède quelques-unes de ces belles bouteilles. Je tiens à préciser que cette dégustation n'a aucun but commercial. Il n'y a pas de notion de vente de vin à la fin de la dégustation. On est purement dans un objet éducatif et de partage. Alors le partage, évidemment, avec tous les micros éteints pour le moment, puisque l'idée, c'est avant tout de découvrir donc les différentes facettes du cépage chardonnay. Évidemment, le cépage roi des vins de Bourgogne. Et ce soir, avec la dégustation que nous vous proposons, nous dégustirons exclusivement des chardonnays. Alors, pourquoi une dégustation en ligne, me direz-vous? Eh bien, nous avons débuté ce cycle de dégustation maintenant il y a presque 1 an, à un moment où les activités de la confrérie étaient largement
en retrait puisque comme vous tous, nous étions confinés et nous avons décidé de proposer à nos confrères la possibilité de déguster en ligne. La première dégustation a eu lieu le 22 janvier, jour de la Saint-Vincent, une date symbolique pour nous, puisque la confrérie est à l'initiative de la Saint-Vincent tournante, qui sera l'an prochain dans les villages de Puligny, Montrachet, Corpeau et Blagny. Et donc le 22 janvier, nous en faisons cette première dégustation et une deuxième dégustation le 16 avril, qui était un peu particulière puisqu'on était à peu près 220 en ligne avec les États-Unis. Cette masterclass est la première d'un nouveau genre où on s'intéresse à, on va dire, un prisme de la dégustation, et ce prisme-là, c'est donc les grands blancs de Bourgogne. Évidemment, tout le monde connaît les appellations Chablis, Meursault, et puis deux appellations peut-être un petit peu moins connues, qui sont des premiers crus de Montagny et de Saint-Aubin. Donc le but aussi, c'est de découvrir des domaines. Ce soir, on va déguster à la fois des vins qui viennent de maisons de grandes maisons et des petits domaines, puisque pour le tas de vinage, vous le savez sans doute, la dégustation est faite à l'aveugle. Donc les vins qui sont dégustés et sélectionnés n'ont pas de notion en fonction, on ne fait pas de favoritisme entre une cave, pourquoi pas même une cave coopérative, un domaine et une maison de vin. Voilà, donc ce soir, 6 vins. Comme je vous le disais, on va s'intéresser à 2 millésimes qui sont assez antagonistes, et c'est pour ça qu'on avait eu cette idée de comparer le millésime 2015 et le millésime 2016. On va dire qu'on a ici deux différentes approches de ce que peut être la Bourgogne. Et c'est pour ça que ça sera intéressant de les déguster. Alors, je vais vous donner quelques informations concernant ces 2 millésimes pour débuter, et puis après, on passera aux travaux pratiques, puisqu'il est quand même important d'avoir quelque chose dans son verre. Je précise que nous travaillons donc avec ces petites bouteilles qui s'appellent des vinotes. Alors, c'est tout petit, ça fait 2 centilitres, mais c'est suffisant pour pouvoir déguster. En tout cas, l'expérience nous a prouvé que c'était un format qui pouvait fonctionner aussi pour pouvoir expédier facilement ces petites bouteilles sans qu'il y ait de casse. J'espère que vous avez tous gardé les bouteilles au frais avant la dégustation et que donc vous les avez à portée de main. Je rappelle l'ordre de la dégustation. Nous aurons d'abord en premier lieu un Chablis premier cru Les Vaillons du domaine Guy Robin en 2016, qu'on comparera avec un Chablis premier cru Mont de Milieu de la maison Simone Fèvre en 2015. Ensuite, nous ferons un détour en côte chalonnaise, du côté de Montagny, avec un premier cru l'Écoère du domaine Feuillage Guyot. Enfin, deux frères qu'on va comparer, des Perrières, donc un magnifique premier cru sur 2015 et 2016 du domaine Albert Rivaux, qu'on ne présente plus, mais que je vous présenterai bien entendu. Et enfin, un Saint-Aubin premier cru 2015 qui a une très belle histoire que je m'efforcerai de vous raconter. Alors, pour le millésime 2015 en Bourgogne, d'abord, on peut dire que c'est un millésime qui est précoce. On a eu une floraison qui s'est déroulée début juin, en quelques jours, assez rapidement. On va dire un cycle végétatif très naturel, sans aucune pression de maladie, avec un mois de juillet quasi caniculaire, un manque d'eau qui a bloqué un petit peu la progression des maturités, avec heureusement en août quelques pluies
qui ont permis de relancer les vignes. En tout cas, la maturité des raisins démarrait dès le mois d'août, très rapidement, avec une progression exceptionnelle des teneurs en sucre. Voilà, les vendanges sont déroulées fin août, début septembre, avec un temps exceptionnellement beau et chaud au moment des vendanges. Voilà, on est sur, on va dire, une situation quasi parfaite de récolter des raisins à très belle maturité, bien que, il faut le noter, sur certaines appellations, les chaleurs ont sans doute apporté des degrés qui ont de temps en temps conduit à des équilibres un petit peu délicats. Voilà, avec des acidités qu'il fallait surveiller, avec un potentiel aromatique perceptible dès la récolte. Et voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir un millésime où il fallait faire attention à ne pas vendanger trop tard, et puisqu'on a eu des hautes températures estivales. Donc, si on a vendangé tôt, on aura des vins frais. Si on a vendangé trop tard, vous le savez, on obtient des vins blancs lourds et parfois un petit peu marqués par l'alcool. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir déguster ces vins. Et ce qui sera intéressant, ça va être aussi de comparer le Meursault et le Saint-Aubin. Parce que Meursault, on est sur un terroir assez solaire, et le Saint-Aubin, on est sur une combe relativement fraîche, qui est avec une exposition un petit peu moins favorable, mais ce qui permettra justement en 2015 d'avoir une très belle acidité. Pour le millésime 2016, nous allons parler vraiment d'un cycle tout à fait différent, hein, puisque 2016, dans la mémoire collective de l'ensemble des vignerons, c'est une année de gel, comme celle qu'on a connue cette année 2021 en Bourgogne, quand on voit les petites chaufferettes qui ne sont pas là pour décorer malheureusement, mais qui sont là pour lutter contre ce gel qui peut apporter, on va dire, vendanger dès le mois d'avril, dès le mois d'avril la récolte, et évidemment c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà, donc ce qu'on peut retenir de 2016, c'est une année donc climatique chaotique, avec le gros gel de fin avril. Donc dans la nuit du 26 au 27 avril, c'est à peu près 30% de la récolte qui a disparu, et on était déjà à 2 feuilles étalées, notamment du côté de Meursault. Moi, j'ai souvenir de m'être baladé au lendemain du gel et d'avoir littéralement vu les petites feuilles devenir noires, se noircir en l'espace d'une heure, et mettre à mal tous les espoirs d'une vendange. Voilà, le printemps qui a suivi a été très humide, avec des conditions peu favorables pour une culture saine, donc des attaques de mildiou. Heureusement, on a eu un été relativement sec, avec un peu de stress hydrique, voilà, avec parfois une rupture de maturité. Voilà, donc le beau temps est revenu à partir du 1er juillet. Heureusement, on a pu vendanger par beau temps, et à partir du 15 septembre, on va dire qu'on est retombé sur un schéma classique. Le 15 septembre étant une date, on va dire, à peu près commune pour une appellation, pour une vendange classique. Une vendange avec des journées ensoleillées et des nuits fraîches, ce qui favorisait également une belle maturité des baies. Voilà pour le millésime 2016. Cependant, il faut savoir que 2016 est un petit millésime avec peu de raisins, avec des peaux épaisses, et ce qui a donné des baies assez saines.
on trouve vraiment des jolis vins. Évidemment, c'est ce que je me propose après cette petite introduction de vous faire découvrir au cours de cette dégustation. Voilà, alors on va commencer par le nord de la Bourgogne. Vous connaissez l'appellation Chablis. Je vais pas forcément m'étendre sur l'ensemble de l'appellation, hein, qui fait quand même 5000 hectares. Donc évidemment, c'est une appellation, on va dire, quasiment à part entière de la Bourgogne. On est ici sur deux premiers crus qu'on va comparer. On va commencer par le Chablis premier cru du domaine Guy Robin. Alors Guy Robin, c'est un domaine qui se trouve dans Chablis, qui a été repris par Marie-Ange Robin en 2007, qui était plutôt travaillé dans le secteur on va dire administratif, et elle a repris cette exploitation familiale qui a été fondée au milieu des années 50, avec environ 20 hectares de vignes, des premiers crus et des grands crus. Donc le Chablis premier cru, les Vaillons, on va revenir un petit peu sur la carte si c'est possible, se situe, donc vous savez qu'à Chablis, le Serein partage le vignoble, donc on est sur la rive gauche du Serein, où se trouvent la plupart des premiers crus. Donc on en connaît certains, les Côtes de l'Éché, Védevey, et donc les Vaillons. Donc on va passer aux travaux pratiques. Je vous propose d'ouvrir cette petite fiole et donc de verser dans vos verres le contenu. Voilà, c'est moins compliqué qu'avec un tire-bouchon. Donc ici pour ce Chablis premier cru 2016, donc nous sommes bien sur, vous voyez l'étiquette du tas de vinage, des vieilles vignes. Quand on dit vieilles vignes, vous savez que c'est pas forcément une notion qui est légiférée par l'INAO. Ici, en l'occurrence, les vignes atteignent l'âge déjà avancé de 60 ans. Donc, on est sur du cépage chardonnay, comme je vous disais précédemment. Je vais vous laisser prendre le temps de déguster pour vous familiariser avec ce vin. Donc, moi, j'ai un verre un petit peu particulier, qui est un verre qu'on a développé ici au château du Clos de Vougeot, qui s'appelle tout simplement tas de vinage, et qu'on a développé à l'occasion de la 100e édition du tas de vinage. Le tas de vinage existe depuis 1950, et en 2016, nous avons retravaillé un petit peu l'image de ce label, voilà, en créant ce verre. Donc, je vous propose d'abord d'avoir une approche olfactive sur ce vin. Au niveau, évidemment, au niveau de tout ce qui est couleur, on est sur un joli doré. On a un vin qui tire un petit peu sur le vert. En matière olfactive, on est sur quelque chose d'assez classique, avec une grande fraîcheur. Quelque chose qui nous rappelle tout de suite le côté minéral qu'on trouve à Chablis. On est sur quelque chose d'assez floral, avec une belle expression au niveau aromatique olfactif. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce Chablis a été en partie élevé sur l'IFIN pendant 10 mois, avec un passage en fût pour une partie du vin, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'ensemble des vins de Chablis, hein. Donc, une approche traditionnelle des vendanges manuelles, et voilà, un
débourbage avant un élevage d'une dizaine de mois sur lit, sans trop les travailler. Donc une partie qui se passe en inox et une partie sous bois. Donc on est sur un vin qui est déjà, je pense, tout à fait agréable à boire. Alors avec cette petite quantité de vin, on n'est pas obligé de cracher, hein. J'ai un crachoir à proximité, mais j'utiliserai petit à petit peut-être. Donc voilà, on est sur un vin qui a une belle acidité, une belle fraîcheur, une belle tension, avec des notes aussi de fruits mûrs. On est aussi sur des notes aussi agrumes qu'on aime bien. Et puis en bouche de la longueur, vraiment, on est sur une belle gourmandise, une belle délicatesse. Alors, ce qu'on peut faire, c'est conserver, si vous n'avez pas tout bu, hein, essayer de goûter avec modération ces modestes petites bouteilles. Mais on va peut-être pouvoir poursuivre. On va peut-être pouvoir poursuivre la dégustation avec donc l'autre Chablis qui vient de la maison Simone Fèvre. Alors Simone Fèvre, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur une maison très ancienne qui a près de 200 ans, qui a été repris il y a quelques années par la maison Louis Latour de Beaune. Donc la maison a été créée en 1840 et depuis 2003, donc elle a été reprise par la maison Louis Latour. Donc on est sur un Chablis qui se trouve de l'autre côté des rives du Serein. Donc si on revient sur la carte, on va pouvoir en effet effectivement retrouver. Donc vous avez le village de Chablis qui se trouve vraiment au milieu de la côte, avec sur le côté donc rive droite les grands crus que vous connaissez, les Preuses, les Vaudésirs, les Blanchots, les Valmures, les Grenouilles, les Clos, et puis juste à côté, donc le mont du milieu. Alors, comme son nom l'indique, hein, on est vraiment au milieu et donc sur le millésime 2015. Donc, on est là sur des expressions assez différentes au niveau de l'élevage, puisque ce vin a été vinifié exclusivement en cuve. Et donc, on est vraiment sur, on va dire, un Chablis typique, avec des notes aromatiques un peu plus solaires sur ce vin, puisque nous sommes sur le millésime 2015. Et là, on est sur une, on va dire une aromatique un petit peu plus riche au niveau du nez, avec des notes plus exotiques. Je vous laisse également le temps de déguster. Alors l'avantage, c'est que ces petites bouteilles, pour vous dire, ont été conditionnées par une entreprise qui s'appelle Vinovae, qui se trouve du côté de Lyon, et avec une technique qui permet donc la conservation de l'ensemble des arômes sur le vin. Donc voilà, une approche qui vous permet là tous ensemble de déguster ce beau Chablis. Donc comme je vous disais, on est sur une approche très classique. Fermentation en cuve, le contrôle des températures sur les blancs, c'est primordial. Donc il faut savoir que maintenant on est tous équipés en thermorégulation. Ça permet de démarrer des fermentations relativement fraîches pour conserver toute l'aromatique et puis de finir parfois pour terminer les sucres, notamment sur un millésime comme celui-ci. Voilà, on est sur une petite production, 5000 bouteilles. Donc voilà, c'est des vins qui
viennent de la cave privée du château du Clos de Vougeot. Le Chablis premier cru Monde Milieu 2015 doit sûrement être un petit peu difficile à trouver en ce moment, mais tout simplement parce que on est déjà sur les millésimes 2019 à la vente. Mais ce qu'on voulait prouver aussi, c'est que le Chablis n'est pas que un vin à boire rapidement, c'est un excellent vin de garde. Et j'ai d'ailleurs bu un Chablis 2006 hier, qui était d'une très belle fraîcheur. Donc, je ne vais pas vous raconter forcément ma vie, mais celui-là est tout à fait typique d'une appellation sur un millésime solaire comme 2015, avec un beau jus, une très belle longueur en bouche. Voilà, quelque chose qui fait plaisir à goûter. Donc, vous connaissez, le sol du Chablisien, c'est donc du chiméridien, avec ce qu'on appelle l'Ostrea virgula, c'est la petite huître en forme de virgule, qui fait entre un demi centimètre qu'on trouve dans les sols calcaires du chiméridien. Voilà, on peut goûter à travers ce vin ce sol, et c'est cette approche-là qui nous intéresse. Voilà, un vin tout à fait typique de son appellation, qui à l'époque avait reçu donc un major du Tadvinage pour ses qualités au niveau de la dégustation. Voilà pour ces deux Chablis. Si vous pouvez peut-être conserver avec vous, alors je ne sais pas si vous avez autant de verres que moi, j'ai prévu 6 verres pour les 6 vins, mais vous pouvez conserver certains des vins, ça sera intéressant. Peut-être maintenant de garder d'un côté les 2015 et de l'autre les 2016. Merci à vous de suivre la séance. Je sais que certains n'ont pas la possibilité de goûter en même temps qu'ils regardent, et certains donc se sont également inscrits en ligne et vivront cette séance en replay. Elle est enregistrée et ça permettra à tous de pouvoir suivre la dégustation ou revenir éventuellement prendre des notes ou échanger autour de celle-ci. Donc, je vous propose maintenant, pour poursuivre, de descendre gentiment en Côte d'Or. Et en Côte d'Or, on doit avoir une carte peut-être de la… alors, même pas en Côte d'Or, je descends encore plus bas, excusez-moi. On va descendre en Côte chalonnaise, dans le département de la Saône-et-Loire. On a ici l'appellation Montagny. Alors, Montagny, c'est une appellation qui a la particularité d'être 100% blanche. Vous connaissez ses voisins, Mercurey, Ruilly, qui sont des belles appellations, Givry également de la côte chalonnaise, Bouzeron qui est 100% blanc et 100% aligoté. Ici, on était à l'époque sur les derniers premiers crus de Bourgogne vers le sud. Et maintenant, vous le savez, il existe des premiers crus à Saint-Véran qui vont sortir bientôt et que je vous engage évidemment à trouver et à aller déguster. Donc ici, on est donc dans le village de Buxy. Buxy, c'est sur l'appellation Montagny, autour de la colline de Buxy, avec le plus au sud Saint-Valrin et son fameux château de la Tour. Les appellations sont divisées en nombreux premiers crus, dont certains nous plaisent comme les Montcuchot, les Coër, les Beauchamp, qui sont bien connus. Il faut savoir qu'il y a aussi une excellente cave coopérative à Buxy. Je vous recommande d'ailleurs le Montagny Les Corbeaux,
qui a été tadviné assez récemment. Et là, on est sur un premier cru, l'Écoère. L'Écoère, qui est une parcelle qui se trouve donc à l'extrême sud de l'appellation. Il faut savoir que la carte que vous avez là est placée ouest-est. Hein, donc, il faut bien imaginer, il y a le petit point jaune qui vous positionne l'Écoère. Il est bien donc au sud de l'appellation. Donc, on est ici chez un domaine qu'on aime bien, le domaine Feuillage Guyot, qui est un domaine familial, qui a encore un vin de femme. Hein, tout à l'heure, on a goûté le premier cru de Marie-Ange Robin. Là, on est sur un vin qui a été fait par Françoise Feuillage Guyot, qui avait débuté ce domaine avec un associé et puis qui l'a repris à 100% et qui travaille dorénavant avec sa fille. Donc sur ce Montagny, ben voilà, je vais vous proposer de remplir votre petite fiole. N'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si je vais trop vite ou si il y a des choses qui ne sont pas claires dans mon explication. Donc, hop, c'est pas compliqué à ouvrir. Voilà. C'est comme un vaccin, hein. C'est pas très gros comme dose, mais ça peut sauver une vie parfois. Alors, il ne faut pas abuser. Montagnier premier cru, donc l'Écoère. Je vous laisse le temps de déguster tranquillement le vin au nez et en bouche. Donc, on revient là sur le millésime 2016. On va faire le yo-yo un petit peu comme ça tout au long de la dégustation. Il faut savoir que les sols de la côte chalonnaise se rapprochent beaucoup des sols du chablisien et que bien souvent, même dans nos dégustations au tadvinage, on fait goûter les montagniers et les chablis en même temps, puisqu'on est aussi sur un sous-sol chiméridgien comme à Chablis. Au niveau de la vinification sur ce vin, on est vraiment sur une approche classique, fermentation alcoolique en fût, la malolactique également. On est aussi sur, donc sur la pièce bourguignonne, comme vous le savez, de 228. On est sur une approche d'élevage relativement courte, hein, puisqu'on est environ sur un élevage d'une dizaine de mois. Il faut savoir que voilà, c'est des vins qui sont mis sur le marché relativement rapidement. Donc voilà, au niveau vinification, on est sur une approche tout à fait traditionnelle. Voilà, donc au niveau de la dégustation, on a des belles notes aromatiques, assez frais. On retrouve la fraîcheur avec des arômes un peu crémeux, miel, quelques notes de citron, une note florale, quelques agrumes. J'ai des jolies épices également. Alors, je vais goûter en bouche. Voilà, ben, j'essaie justement de développer les arômes. J'ai la question. Donc voilà, et là en bouche, là c'est très très intéressant parce qu'on a une très belle trame d'acidité. On retrouve ces arômes floraux et ces jolis agrumes. J'ai des notes de pamplemousse qui sont tout à fait intéressantes sur le vin. Donc là, moi je trouve que c'est un beau vin de gastronomie. On peut servir ça avec des poissons gras, avec des fruits de mer ou voilà, un saumon, des choses comme ça. Des choses, pourquoi pas aussi un peu exotiques, puisqu'on a les notes de pamplemousse qui pourraient nous apporter quelques informations. Là, moi, c'est un peu mon coup de cœur là, au niveau de la dégustation.
on a une longueur en bouche qui est tout à fait extraordinaire. Et il faut savoir que ce domaine, quasiment chaque année, a des vins qui sont advinés. On est sur des vins qui sont tout à fait abordables. Hein. Donc voilà, c'est une bouteille que je recommande. Voilà, encore une fois, on n'est pas ici pour faire du commerce, mais juste pour donner des conseils. Voilà, ce domaine feuillage JO est évidemment à suivre, avec d'autres appellations aussi autour des premiers crus de Montagny, qui sont tout à fait recommandables. Voilà, je vous propose de poursuivre. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Mais là, ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir, si vous pouvez le faire, d'avoir vos deux verres l'un à côté de l'autre, puisqu'on va faire ce qu'on appelle à la fois une dégustation verticale et horizontale, puisque, vous le savez, la dégustation verticale, c'est la dégustation de plusieurs millésimes sur la même appellation. Et la dégustation horizontale, c'est la dégustation du vin d'un même producteur sur le même millésime. Donc, je viens de me contredire, vous m'excuserez, mais ça sera plutôt une dégustation verticale que nous faisons qu'une horizontale. Tout ça est une histoire de position, évidemment. Donc, nous voilà. Alors, je suis encore sur le Montagny, là, qui est vraiment très joli, mais heureusement, j'ai des beaux verres à proximité et je vais pouvoir continuer sur ces deux meursault. Je vous laisse le soin et le temps d'ouvrir les bouteilles. Je trouve que ce Montagny est remarquable et je reviens dessus. On n'a vraiment aucun problème avec ces petites bouteilles, ces petites vinottes qui sont quand même rigolotes. Et qui garde vraiment toutes les qualités aromatiques et gustatives du vin. Donc là, on est sur le Meursault premier cru 2016, hein, je vérifie. À ma droite, le Meursault 2015. Voilà. Alors, le domaine Albert Rivaux, c'est un domaine qui a été créé au milieu, on va dire à la fin du 19e siècle, hein, par Albert Rivaux, qui a profité, je ne sais pas si on peut dire profiter, mais en tout cas, vous savez qu'à la fin du 19e siècle, la Bourgogne a subi, comme l'ensemble du vignoble français, la crise du phylloxéra. Et Albert Rivaux, à l'âge de 23 ans, on parle de 1879, a racheté le domaine du marquis de la Roche, qui était propriétaire notamment du clos des Perrières, un tout petit clos qui fait 1 hectare et qui fait surtout des merveilles du côté de Meursault. Alors, aujourd'hui, c'est un domaine qui a été repris par le petit-fils d'Albert Rivaux, alors qui est déjà un monsieur d'un âge certain, qui d'ailleurs a eu à nouveau un major du tête vinage lors de la cérémonie qu'on a faite il y a une semaine tout juste au château du Clos de Vougeot. Et c'est sa fille qui a reçu donc ce major. Donc l'histoire du domaine se poursuit. Et donc, Michel Bardet a d'ailleurs fait une dégustation extraordinaire il y a 2 ans pour les 150 ans du domaine, au cours de laquelle on a pu déguster des vins des années 30, voilà, jusque dans les années 2015. Donc là, pour le coup, une vraie dégustation verticale. Là, celle que vous avez, on va dire que c'est un petit bébé de dégustation verticale. Voilà, pour reprendre au niveau de la géographie, si on regarde la carte que vous avez devant vous, on voit que sur Meursault,
on a deux parties dans lesquelles il y a les premiers crus. La partie plus au nord, on va retrouver les centenaux. Alors, les centenaux, il faut savoir qu'ils ont la particularité d'être des meursault quand ils sont plantés en blanc, chardonnay, et qui deviennent des volnais quand ils sont plantés en rouge. Voilà, donc les volnais centenaux, par exemple, des hospices de Beaune, qui ont atteint des sommets lors de la vente du week-end dernier, sont sur ces parcelles-là. On connaît évidemment très bien les meursault qui sont plus au sud, les premiers crus, les gouttes d'or, les bouchères, les genévrières, les charmes dessous, les charmes dessus, et jusqu'à Blagny. Blagny, qui est un petit hameau qui a aussi la particularité de produire des vins rouges, ce qui est très peu connu. Et quand ce sont des rouges, ils s'appellent Blagny, et quand ce sont en blanc, ce sont des meursault. Voilà pour la présentation. Au niveau des sols, on est évidemment sur des sols calcaires. On a une approche aussi tout à fait classique de la vinification. Je reviens un petit peu sur le domaine. Il y a 6 hectares, dont 5 qui sont en blanc, avec des perrières, du clos des perrières, et évidemment la particularité de la Bourgogne, un pommard clos blanc, qui a un premier cru, et le clos blanc, et évidemment un vin rouge. Voilà, puisque tout est simple en Bourgogne, il fallait évidemment qu'on passe par là. Donc, pour revenir sur les deux vins, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse, je vous propose de goûter, on va dire, de façon simultanée, ou en tout cas l'un après l'autre, c'est plus facile, les vins, pour avoir vraiment l'expression du millésime. Alors là, au premier nez, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que je note, c'est que le 2016 est très opulent, assez vif, avec des notes assez rondes, des fruits jaunes. On est, pense à des pêches. On est sur beaucoup d'aromatiques, alors que 2015, bizarrement, est un petit peu plus en retrait, mais peut-être plus précis. Hein. Donc, là, on s'éloigne un petit peu de ce dont on avait parlé tout à l'heure, on va dire de l'archétype des millésimes. Donc, si on revient sur le vin, donc au niveau de la vinification, on reste sur quelque chose de traditionnel. Fût de chêne, pareil, 11 mois. Alors pourquoi on fait 11 mois sur les blancs? Tout simplement parce que les fûts sont utilisés d'une année sur l'autre, avec un petit pourcentage de fûts neufs, hein, environ 30%, ce qui permet de faire un roulement. Alors que bien souvent sur les vins rouges hein, de Bourgogne, on est sur des élevages plus longs qui vont jusqu'à 18 mois. Voilà, donc sur le Meursault Perrières, vous connaissez cette étiquette tout à fait, je pense qu'elle n'a pas changé depuis les années 30. Ça permet de donner une image évidemment au domaine. On est ici sur le 2015 avec des arômes, c'est vrai qu'on a des arômes un petit peu plus grillés, un petit peu plus noisettes. Avec une très très belle tension en bouche. On est là sur l'excellence de la Bourgogne, hein, les premiers crus de Meursault. Il faut savoir qu'il n'y a pas de grand cru à Meursault. Et on a cette longueur, cette vibration qui se poursuit longtemps après qu'on ait dégusté le vin.
Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait significatif des grands blancs de Bourgogne. Et puis, sur le 2016, donc on retrouve toujours ces arômes floraux, pardon. On perd mon français, avec en effet des aromatiques un petit peu plus exotiques. Et je ne sais pas si on peut comparer les longueurs. Tous les deux vins ont vraiment cette très belle tension. On a, alors je dirais peut-être que ce qui va les départager, c'est peut-être la façon dont on va les accompagner. Sur le 2016, comme ça, je verrais bien une petite poêlée de Saint-Jacques juste revenue au beurre, un petit beurre salé, très simple. Et pourquoi pas un peu de fruits de la passion, maracuja, comme ça, pour répondre à l'acidité qu'on a présente. Sur le 2015, là, j'ai envie de sortir les bêtes à pince. Et je pense à un plat qu'on a fait récemment à quatre mains ici au château du Clos de Vougeot avec le chef Arnaud Lallemand, à quatre mains avec notre chef Alexandra Bouvray, qui officie dans les cuisines du château, qui est le fameux homard à mon père de l'assiette champenoise, qui associe, on va dire, le côté ciselé, pointu des notes aromatiques d'agrumes, avec aussi les oignons grillés. Et c'est un petit peu ce côté-là qu'on retrouve, ces notes un petit peu grillées, sympathiques. Sympathique, c'est même un peu faible. On est vraiment sur un très joli canon. Comme on dit de façon populaire ici, mais en tout cas, on est sur un beau vin. Ça, c'est sûr. Alors, moi, je conserve encore tous ces. Là, c'est vrai que finalement, 2 centilitres, c'est beaucoup, c'est bien peu, mais il m'en reste encore dans chacun des verres. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Mais j'ai cette sapidité en bouche. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme. La sapidité, c'est le fait de saliver et d'apporter et à chaque fois qu'on salive, on retrouve les aromatiques du vin. Donc on est vraiment sur une très belle bouteille. Meursault-Perrières, c'est sans doute l'excellence de la côte de Beaune. D'ailleurs, les prix des Perrières, il faut savoir qu'il y a une cuvée Meursault Perrières Albert Griveau aux Hospices de Beaune. On a eu la chance d'accueillir samedi soir les présidents de la vente des vins au château, donc Jeanne Balibar et Pio Marmaille, qui étaient en bonne forme, qui se sont préparés pour pouvoir bien vendre la pièce de charité, qui, je vous rappelle, est partie pour la modique somme de 800 000 euros, ce qui est énorme pour du vin, mais ce qui est très bien, puisque c'est pour des associations à but caritatif. Et donc, le Meursault Perrières d'Albert Griveau a atteint des sommets en matière de prix. En effet, le grand-père de M. Bardet, au moment où il a acheté le domaine, avait directement fait une donation aux Hospices de Beaune, comme ça se fait traditionnellement depuis plus de 5 siècles. Voilà, on va terminer cette dégustation avec un Saint-Aubin premier cru. Saint-Aubin, c'est un village qui a la particularité tout à fait sympathique de se situer derrière Puligny-Montrachet, juste derrière Puligny, entre Puligny et Chassagne, avec des vignobles qui touchent quasiment le Montrachet. Je vous conseille de goûter les Saint-Aubin en Remilly ou
ou les murgées dents de chien, qui s'appellent les dents de chien parce que les petits cailloux qu'on trouve dans cette parcelle, c'est des petits rocs calcaires qui rappellent les dents de chien, les canines, on peut dire, sans doute. Et Saint-Aubin a aussi un petit hameau, vous le voyez sur la carte, qui s'appelle Gamay et qui est à l'origine du cépage Gamay. Et on ne trouve plus aujourd'hui de Gamay à Saint-Aubin depuis 1395 très précisément, puisque Philippe le Hardi a fait un édit qui bannissait le vil Gamay des terres du duché. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé directement du côté du Beaujolais et que nous avons conservé le Pinot Noir et le Chardonnay qui lui vient d'un petit village qui se trouve du côté du Mâconnais. Voilà, comme quoi on a des cépages qui sont vraiment ancrés dans le territoire depuis des centaines d'années. Alors, le Saint-Aubin, c'est un premier cru qui s'appelle le Charmois. Le Charmois qui est placé sur une inclinaison qui est plutôt orientée vers le nord. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on est sur un millésime solaire, vous le rappelez, et le millésime solaire sur des coteaux qui sont exposés nord vont garder la fraîcheur qui peut manquer à certains vins qui ont été millésimés, qui ont été produits sur des terrains, on va dire, plus chaleureux, comme sur les coteaux que vous connaissez de Pont-Charlemagne, les coteaux qui sont exposés plein sud. Voilà, donc je vais remplir mon verre avec cette petite vinotte. Saint-Aubin, premier cru, le Charmois. Et pourquoi on le goûte? C'est le petit clin d'œil qu'on voulait vous faire ce soir, puisque c'est ce vin-là qui a été choisi par l'Élysée au moment du dîner qu'on a fait dans cette salle, ici même, le 3 novembre, un dîner à 4 entre Madame Merkel et Monsieur Macron. Et nous avons fourni au service de l'intendance de l'Élysée notre livre de cave. Et la sommelière de l'Élysée a décidé de partir sur ce Saint-Aubin premier cru 2015, qui a été servi, il faut le savoir, avec un pâté en croûte truffé, avec des raisins. Donc, on était vraiment là dans une approche tout à fait bourguignonne. Donc, que dire sur ce Saint-Aubin? Donc, c'est le domaine du Pimont et la maison Champsay appartiennent à la famille Picard, qui est une famille qui est installée du côté de Chagny. Donc, on est à la frontière entre la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. On est sur une appellation. Alors, Charmois, c'est toujours intéressant de s'intéresser à l'étymologie. C'est un dérivé du mot chaume qui indique tout simplement des anciens champs en friche. Alors, heureusement pour nous, il n'y a plus de friche, mais il y a des cépages chardonnays qui sont plantés. Et donc, on retrouve cela dans ce Saint-Aubin. Donc, je vais vous laisser un petit peu le temps de déguster. On est sur une trame qui rappelle, on n'est pas loin de la trame du Meursault qu'on vient de goûter, hein. Là, c'est vraiment intéressant parce que les Saint-Aubin, c'est un village, pour moi, c'est avec Saint-Romain, c'est
le meilleur rapport qualité-prix de la Côte de Beaune. Il faut voir que là, on est sur la même trame que les plus grands premiers crus Côte de Beaune. On a une approche avec des fruits à chair blanche. On est tout à fait floral. On a quelques notes d'aubépine, de chèvrefeuille. Et je pense que le vin va s'ouvrir aussi avec le temps. On a quelques notes aussi d'agrumes, citron vert. Il y a le côté boisé aussi qu'on trouve, mais qui reste relativement discret et qui vient, on va dire, compléter la noblesse du vin, lui donner une belle finition. Côté amande aussi, des épices au nez. On garde beaucoup de fraîcheur dans l'attaque en bouche et on retrouve la belle minéralité dont je vous parlais. Donc là, on peut dire que c'est un vin dont les vinifications ont été parfaitement réussies avec une très belle approche. On a je suis d'accord avec les commentaires qui sortent. En effet, on est sur un vin qui nous apporte tout ce qu'on peut attendre d'un très joli vin qu'on a envie d'avoir en cave et qu'on serait heureux d'offrir à un ami, puisque c'est aussi la question qu'on pose au niveau de la dégustation quand on sélectionne les vins. Est-ce que cette bouteille, je serais heureux de pouvoir l'offrir à un ami. Voilà un petit peu pour le panel de cette dégustation. On peut revenir sur certains vins. Ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on peut voir que en niveau des approches sur les deux millésimes, on retrouve les caractéristiques dont je vous parlais, caractéristiques solaires sur le deuxième Chablis, sur le Meursault, et elles sont un petit peu estompées par ce Saint-Aubin premier cru qui a gardé sa tension. Et parce que le climat, comme je vous le disais, est un climat qui se trouve dans un endroit relativement frais. Donc, on a pu garder cette très belle maturité avec certainement une très belle maîtrise de l'élevage pour, vous savez, garder toujours cet équilibre très important entre le fruité, l'acidité et les notes aromatiques liées à l'élevage. Pas trop d'empyreumatique, un joli gras qui va, on va dire, apporter une structure au vin, mais qui va éviter de l'alourdir parce qu'il n'y a rien de pire qu'un vin mal élevé ou un vin qui serait avec une mauvaise maîtrise des bois. Voilà un petit peu pour ce panel comparatif de 2015-2016. Je vous propose, si vous le souhaitez, de passer un petit moment d'échange. Alors, échange, ça peut être des questions. C'est peut-être plus simple que le micro, si vous le pouvez. Et je vais tenter de répondre à vos questions. Et tout ce que je sais, c'est que bien souvent, dans le monde du vin, on apprend chaque jour. Donc, on est là vraiment pour pouvoir échanger si vous avez des choses ou des commentaires à nous faire sur cette dégustation. Voilà, c'est un exercice intéressant. Et c'est vrai que ça fait du bien de goûter ces vins après 5-6 ans. On a tous des vins qui sont à leur apogée, qui sont prêts à être dégustés, avec une approche, on va dire, assez variée. C'est vrai que les Chablis sont sur la fraîcheur, la finesse, assez facile finalement, mais ils complètent bien un début de repas. Moi, le Montagny, pour moi, c'est aussi
on va dire, un vin qu'il faut avoir en cave. Alors celui-ci ou d'un autre domaine, hein, on a également, j'ai oublié son nom, un domaine voilà, le domaine à la dame, par exemple, qui a été major du terminage cette année, pareil avec un Montagny premier cru. Donc c'est une appellation qu'il faut regarder de près. Les Meursault, que dire, à part que voilà, c'est la noblesse même des grands terroirs de Bourgogne. Et puis ce coup de cœur pour le Saint-Aubin. Si certains d'entre vous souhaitent intervenir, hein, c'est le moment de le faire. Merci pour votre présence. On est encore en ligne quelques minutes si vous le souhaitez. On peut revenir sur les vins. Voilà, je ne sais pas si vous êtes maintenant prêt à déboucher une bouteille. Moi, je pense qu'avec cette petite vinote là, on n'a pas grand-chose. Alors, nous, au château, on préfère plutôt les grandes bouteilles. Mais voilà, les échantillons se suivent et se ressemblent pas. Celle-ci, nous la déboucherons peut-être ensemble. Il faut savoir que la salle dans laquelle on se trouve ici accueille la table de Léonce. La table de Léonce, c'est un déjeuner dégustation découverte de la Bourgogne qui a lieu du mercredi au dimanche au château du Clos de Vougeot, où notre chef prépare des plats bourguignons accompagnés de flacons, soit des formules à 4 ou 6 vins. Et j'espère que ceux qui ne connaissent pas pourront un jour nous rejoindre dans ce beau château du Clos de Vougeot qui va rester animé encore quelques temps. Alors, on me demande des précisions sur les arômes de Montagny. Je ferai peut-être un commentaire un petit peu plus poussé sur le Montagny. Je vois qu'il y a des coups de cœur pour quasiment l'ensemble des vins. Bah, c'est fait pour, hein. Évidemment, on est sur des vins qui ont été sélectionnés avec beaucoup de soin, donc c'est pour ça qu'on les retrouve. Sur le Montagny, moi j'ai à la fois une aromatique un petit peu, alors j'aime pas le terme laiteux, mais lactique, c'est plus joli, avec des arômes un petit peu miellés. Et au niveau des agrumes, on va dire plutôt citron avec un côté relativement floral. Voilà. Après, évidemment, tout ce que vous pouvez tous mettre dans les commentaires. Voilà, je vois de l'anis. N'hésitez pas à mettre aussi ce que vous avez découvert vous au niveau aromatique. Chacun de nous a nos propres habilités, nos propres marqueurs de dégustation. Et voilà, bah, j'espère que la dégustation vous a plu. Je vois qu'on déguste aussi dans le Morvan. Et ça, j'en suis bien content. On a des amis, voilà, Anis, Fenouil, oui, des amis qui ont apprécié la dégustation. Et voilà, on n'hésitera pas à vous à vous contacter à nouveau lors des prochaines sessions si vous avez tous apprécié ce moment. Voilà, vient le temps de passer à table, je pense. Alors ici, au château du Clos de Vougeot, on dit bon appétit et large soif. Donc, je vous propose à chacun de déguster et de retrouver ses vins. Et évidemment, les domaines sont ouverts, hein, il suffit de les contacter et vous pourrez dire et leur demander évidemment les vins issus de notre tête-vinage sans aucun problème. Contactez Françoise Feuillat
elle se fera un plaisir de vous accueillir dans son domaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver prochainement au cours d'une dégustation. Évidemment, jamais en vain, toujours en vain pour le mot de la fin. Merci à tous.